Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-match de cette OL Angers, victoire de Lyon, 3 buts à 2. On a encore eu chaud, on aime se faire peur. Bonsoir Melt, comment as-tu trouvé cette rencontre? Bonsoir Tassour, ça a été une rencontre anxiogène, surtout en deuxième période. Oui. Mais je dois avouer que vu le scénario global et la fin de match, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Et on verra Ouais. à quel point elle fait du bien aussi au niveau du classement. Oui, c'est sûr que pas mal de nos concurrents directs on choque, pas tous, mais pour une fois, on arrive à prendre un petit peu l'ascendant sur nos concurrents. Maintenant, va falloir enchaîner. Salut Tekken, comment tu vas? Salut à tous. Ça y est, je peux respirer là ou Oui, c'est bon, tu l'OL peux. a gagné? T'as suffisamment retenu ta respiration pour que l'OL gagne, c'est bon. Absolument, là c'était vraiment haletant, suffocant, voire même sur la fin, donc c'est une victoire salvatrice cet après-midi. C'est très très cool. En plus, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu l'OL jouer après le mauvais résultat contre Reims et contre Rennes. Mm. Donc ça fait du bien cet après-midi. Et puis même Victoire. gagner en Ligue 1, enfin sur les 5 derniers matchs, on avait Oui, ça une devenait un luxe ces victoire, temps-ci. 2 défaites et 2 nuls. Heureusement qu'il y avait l'Europa League, un petit peu pour nous garder en vie en tant que supporter. Mais bon, cette victoire fait énormément de bien. On devait normalement l'avoir sans forcément avoir aussi peur que ça d'une défaite ou d'un match nul. Mais bon, on est l'Olympique Lyonnais, nous sommes l'Olympique Lyonnais et finalement, on s'en tire avec un 3-2, une Ouais. victoire globalement méritée, je dirais, Oui. avec quelques retours, on va dire, au niveau de la composition. Ouais. Je sais pas qui, Mel, si tu veux Je la peux, je présenter. peux la gérer. C'était une Je victoire t'en qui était prie. nécessaire après deux défaites à domicile consécutives contre deux adversaires à l'Europe avec le LOSC et avec Rennes. Vous pouvez d'ailleurs voter dans les deux chats que nous avons pour la note du match. Concernant les compositions d'équipe, côté lyonnais, on avait une composition qui était finalement, on va dire, assez beaucoup moins exotique que ce qu'on a pu voir par les derniers matchs, puisqu'on avait un peu tous les joueurs à leur poste. On n'avait pas un Mendes en charnière centrale, Mendes qui était remonté d'un cran au milieu avec Tanguy Ndombele en l'absence avec la blessure de Maxence Cacré, ce qui nous donnait le retour de Jérôme Boateng en charnière centrale avec Castello Luqueba, Emerson côté gauche, côté droit Gusto. C'est presque un choix de Peter Bosz en vérité, parce qu'il n'y a pas d'indisponibilité de la part de Léo Dubois, donc c'était vraiment un choix de mettre Gusto plutôt que Dubois. Lopez était bien sûr dans les buts malgré qu'il n'ait pas été en sélection parce qu'il était touché à un adducteur, voilà. Et pour le quatuor offensif, Awar du coup, si c'est la seule petite, on va dire, surprise entre guillemets de ne pas le voir dans l'axe ou dans le double pivot, il était côté gauche puisque Toko a le coronavirus. Enfin, Toko Et est impacté positif. par la crise sanitaire et positif. Avec Lucas Paqueta en numéro 10 et Romain Fèvre côté droit. Moussa Dembélé était capitaine en pointe de cette OL. Côté Angevin, il y avait quelques changements par rapport aux dernières compos, puisqu'on n'avait pas Romain Thomas qui était suspendu, donc c'est Baptista Mendy qui redescendait dans les buts, pas non plus de Petkovic dans les buts, qui était le gardien remplaçant en début de saison, qui était devenu gardien titulaire avec le départ de Bernardoni pour Saint-Etienne. C'est Mandrea, troisième gardien, qui était titulaire pour des choix purement sportifs. Notre cher Petkovic ne donnant pas satisfaction et faisant beaucoup d'erreurs ces derniers matchs. Donc Baptista Mendy, Traoré le capitaine dans le milieu de cette charnière avec Ebos comme troisième central, Pereira Lage et Doumbia en tant que piston, Fulgini, Mangani et Capel au milieu de terrain avec un duo d'attaque sans Mohamed Ali Cho sur le banc, Boateng, je vais pas y arriver, Baoken, pardon, épaulé Sofiane Bouffal. Voilà pour les compos. Et Tekken, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Alors beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'habitude, on Oui, liste toutes les occasions sérieuses qu'il y a eu. Là, on va peut-être se cantonner juste au but parce qu'il y en a quand même t'as eu rempli 5 ton sur papier, ce quoi. match-là. Ah ouais, là, j'ai le document Word qui est plein à rapport avec toutes les occasions qu'on a eues, notamment en deuxième mi-temps, parce que le match a démarré assez nettement en faveur de l'OL, mais ça s'est pas vraiment retranscrit en termes d'occasion, puisqu'on en a que 4 ou 5 à peine en première mi-temps. On a juste le but de Dembélé en première mi-temps pour le 1-0 qui est très beau en plus. Superbe Ouais. but Un but à la Dembélé, hein. collectif. Et ouais, oui, c'est vrai. Avec une combinaison entre Fèvre et Ndombele. Ndombele qui transmet à Dembélé, attention au FC homonyme évidemment. Dembélé se retourne, après avoir contrôlé, il frappe 1-0, beau but. Ça faisait du bien, c'est son 12e avec l'OL cette saison, donc c'est hyper agréable. Je crois que Dembélé est le meilleur buteur lyonnais
en Ligue 1, si je ne m'abuse, à vérifier. C'est tout pour la première mi-temps qui a vu une domination vraiment très nette de la part de l'OL. Angers a eu juste une occasion avec le poteau de Pereira Lage. Mais Je pense qu'on le verra très bien au niveau des stats, hein, au niveau de la possession. Ouais. C'était souvent, on verra, hein, mais souvent à 80% au début. Je confirme que Moussa Dembélé est bien le meilleur buteur de l'OL en Ligue 1 cette année avec 12 buts. Puisque le deuxième meilleur buteur de l'OL, bon, c'est Romain Fèvre, même s'il n'a mis que 2 buts avec Lyon. Oui, c'est vrai. Non, 3 buts avec Lyon, pardon. Non, 2 ou 3, je sais déjà plus, bref. 2, je Et crois. ensuite, avec 7 buts, Lucas Paqueta et Karl Toukambi, qui est overall le meilleur buteur lyonnais cette année. Avec l'Europa League. Avec Dembélé d'ailleurs, qui vient de l'égaler si je ne dis pas de bêtises. Et donc la seconde mi-temps. Je crois que les deux ont 13 buts, ouais, tout à fait. Seconde mi-temps qui va être beaucoup moins à sens unique pour l'OL, hein, puisque tu vas avoir Angers qui a réagi assez fort en sortie de vestiaire dès la 50e en fait. T'as un centre de Souleymane Doumbia et puis t'as une reprise de Pereira Lage avec un petit couac quand même côté lyonnais où t'as Boateng qui fait mine de dégager mais qui finalement dégage pas du tout le ballon, qui laisse Pereira Lage frapper. Pereira Lage qui auparavant avait été un peu abandonné aussi par Emerson. Donc c'est un petit peu fâcheux puisqu'Angers égalise sur cette occasion-là. Mais, et le match démarrait vraiment dans tous les sens à ce moment-là avec... dès la 52e, une égalisation lyonnaise. Hein. Il manquait plus que ça. Avec le même Emerson, du coup, qu'on avait retrouvé fautif sur le premier but, qui cette fois-ci s'illustre en faisant une superbe percée à travers la moitié de terrain angevine. Il va trouver Dembélé. Dembélé trouve Paqueta. Paqueta va lui remettre le ballon dans la course avec une espèce de un petit râteau arrière. Je vous appellerai ça comme vous voulez pour ceux qui ont le geste en mémoire. Dembélé ensuite va récupérer, frapper puissamment, j'ai trouvé une superbe grosse frappe de Dembélé, ça marque 2-1. À ce moment on se dit que tout va bien pour l'OL. Et ben non, 7 minutes plus tard, on a un centre de Mangani vers Bouffal, qui va contrôler, cette fois-ci il est laissé esseler par Oussem Aouar. Position un peu bizarre d'ailleurs, que c'est bizarre que ce soit Aouar qui soit au marquage sur Bouffal. Bouffal frappe, marque, ça fait 2-2, et là ça devient le bazar. Là, ça devient le bazar, puisqu'ensuite, ça va faire de l'attaque-défense jusqu'à à peu près la 80e. Et là, 80e, le miracle. Le miracle arrive, puisqu'on a Aouar qui va alerter Gusto sur le côté droit. Gusto va donner au nouvel entrant côté lyonnais, nouvel entrant et nouvelle recrue d'ailleurs, Tété, qui contrôle, qui enroule une frappe digne d'Arjen Robben. 3-2. Ensuite, l'OL va subir un petit peu avec 2 actions angevines, mais à chaque fois, t'auras Lopez qui va sauver les meubles. Et le match s'arrête comme ça, 3-2, haletant, vraiment haletant sur la fin, parce que Angers était à 2 doigts de remonter. Hein. La fin en apnée totale. Oui, ouais, vraiment incroyable. Clairement. Et du coup, au niveau des statistiques, on est à du 62% de possession overall sur tout le match et 38% pour Angers, sachant que toute la première mi-temps, c'était du 80% lyonnais. Très clairement, Angers a les 30 premières minutes, oui, parce qu'après, dès qu'on marque le premier but, déjà, on a un petit peu de chance, ne serait-ce qu'avec le penalty potentiel sur Bouffal non sifflé. On a eu beaucoup de chance, et c'est vrai que quand on voit la fin de première période d'une équipe comme Angers, le 1-0 est assez mal payé pour eux, même si, au vu des 30 premières, on méritait peut-être de mener plus que simplement 1-0. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'on a un petit peu de chance et que l'arbitrage ne nous est pas en notre défaveur. C'est ça. Tu disais au niveau des buts angevins, ils n'ont pas trop eu en termes de volume d'occasion. C'est-à-dire que dans la surface, ils ont eu 4 tirs, donc 2 buts. C'est très peu, mais c'est vraiment des buts très très bien placés, avec pas mal d'expected goals. On a du 0,59 x-goals pour le but de Bouffal à la 59e et 0,22 pour celle de Pereira Lage à la 50e. Des erreurs, on y reviendra, on va dire, défensives de l'OL. Mais après, en termes d'expected goals, overall dans masse, c'est 1,58 de XG lyonnais, 1,63 pour Angers, donc il y a finalement plus de XG. Et en première mi-temps, c'était... même première mi-temps et seconde mi-temps, pour les deux, c'est quasi pareil. 0,56 pour quasi les deux pour la première mi-temps d'XG Goals et 1 de chaque côté. C'est juste le volume d'occasion qui change. Il y a eu vraiment ce scénario où l'Olympique Lyonnais, pendant les 30 premières minutes, était vraiment dans le camp de cette formation angevine. Il n'y a pas eu, je pense,
incursion dans les 30 premières minutes de la part d'Angers dans nos 30 derniers mètres. Je parle même pas de notre surface, de nos 30 derniers mètres. L'OL a vraiment ultra dominé son vis-à-vis dans cette zone-là du terrain, dans cette période-là du terrain, pardon. Et c'est vrai que c'était vraiment à sens unique, quoi. On s'est vraiment dit, si jamais on n'arrive pas à marquer ce premier but, on peut avoir un match un peu similaire à ce qu'on avait eu avant la trêve contre Reims, qui avait fini avec un triste 0-0 où l'OL n'a pas réussi à trouver la solution. Mais au final, tant mieux. On a réussi à marquer vite. Enfin, à marquer vite. Tout est relatif. Hein. On marque à la 26e, si j'ai pas de bêtises. C'est Ça ça, reste ouais. assez tard quand même. Donc bon, l'essentiel est là. En tout cas, la première période était à peu près bien maîtrisée jusqu'à vraiment une perte totale, une démobilisation des joueurs. Je pense que Une le perte terme de est concentration approprié. un petit peu aussi. Oui, Je- oui, il y a un peu de tout ça. On disait ça pendant qu'on regardait le match et ouais. Ils c'était ont été vraiment la bonne débranchés, en formule. fait. Voilà, ça, qui a débranché l'Olympique Lyonnais, quoi. C'est assez Une incroyable. belle erreur Il y a- 404. Hein. Il y a eu un Ouais, moment, juste avant la première grosse occasion d'Angers, où on a une paire de balles lyonnaise et vraiment un contre ultra rapide. La première offensive des Angevins côté lyonnais, première touche dans la surface, où les Angevins touchent le poteau. On a eu très très chaud. Et puis après, il y a un arrêt un peu en mode Lopez qui se fait une détente et qui arrive à mettre le ballon contre terre. Bon, on voit cette action, on se dit, ok, ce match, il peut vraiment virer à beaucoup de buts des deux côtés, même si, encore une fois, en termes de volume, Angers n'a pas existé, même si il a été efficace, mais très peu de pénétration dans la surface overall, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que du coup, pour commencer à rentrer dans l'analyse, ce que tu as commencé à dire, Oui. au-delà de la simple perte de mobilisation ou de la perte de concentration, ce match-là est encore met en exergue l'énorme difficulté que l'Olympique Lyonnais a dès qu'il perd la balle en position haute, peu importe l'équipe qu'on affronte, que ce soit le FC Porto, que ce soit Angers, que ce soit le Paris Saint-Germain, enfin n'importe qui. Tant qu'il arrive à projeter 2 ou 3 joueurs en transition et à réussir à se défaire du pressing qui était assez mal organisé à certains moments, et ben n'importe qui peut nous transpercer en contre-attaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra que l'OL sache régler et devra être l'un des axes de progression en vue également du mercato, avec peut-être des investissements mieux ciblés au niveau des défenseurs, surtout au niveau d'un Jérôme Boateng qui avait beaucoup de difficultés en termes de vitesse. Il y a d'autres moments où on l'a vu faire des courses de repli où on sentait que c'était compliqué, quoi. En termes physiques, hein, surtout. Il est sorti à la Oui, Ouais, c'est ça. 60e parce qu'il C'est n'en tellement pouvait plus. content à sortir ouais. parce qu'il était plus, il se sentait plus apte à continuer, quoi. Après, il y a aussi est-ce qu'on, il y a cette question-là. Boateng avait eu ce même problème en début de saison, un Ouais. peu moins sur la fin de la première partie de saison. Est-ce que là, ce problème-là de forme physique n'était pas simplement dû au fait qu'il n'a pas enchaîné de matchs pendant très, très longtemps? Ouais. C'est un manque de rythme, je pense. Ouais, je pense qu'il doit y avoir de ça. Maintenant, avec la blessure de Cacré, je pense qu'on le reverra bien plus souvent. Au contraire d'un Jason Denayer qui, bon, même s'il est parti à l'échauffement, n'est pas rentré. Faut espérer qu'il retrouve de la forme, qu'il soit de nouveau capable d'enchaîner Mm. pour pouvoir permettre à l'OL d'être plus serein. Oui, sans devoir forcément faire rentrer 4 attaquants parce qu'on court au score à la fin de partie, quoi. Comme on a fait au dernier match contre Reims et du coup à ce match Ouais. aussi. Messieurs, est-ce que vous avez envie de parler d'un joueur en particulier qui vous a intéressé pendant ce match? Vas-y, Tekken. Moi, j'aimerais bien qu'on parle. Bah, on va pas être novateur tout de suite et on va parler de Moussa Dembélé, on va dire, parce que quand même 2 buts, c'est un joueur qu'on a souvent décrié à juste titre. Je pense que c'est le bon moment ce soir pour lui rendre un peu ses lettres de noblesse. 2 buts, Euh, 3 tirs. Ouais, 2 buts, 3 tirs, belle efficacité devant, peu de touches de balle aussi. On s'en était étonné 25. en première mi-temps où, où il touchait vraiment très très peu le ballon, mais pourtant il y a eu de la réussite avec le peu de touches qu'il a eu. Donc ça c'était cool pour Dembélé et puis surtout un doublé en fait. Enfin, on revoit un Dembélé qui sait finir les actions, surtout qu'il n'y en a pas eu 14 000 pour lui en individuel cet après-midi-là. Donc ouais, non, c'est hyper positif pour Dembélé, c'est bien.
t'avais besoin aussi d'avoir un joueur comme ça qui se remet à marquer alors que c'est difficile de marquer des buts pour les Lyonnais, quoi. On se rend compte contre Reims, juste avant la trêve, où tu termines sur un 0-0 qui est vraiment minable. Là, ce soir, cet après-midi, pardon, tu as un 9 qui n'est pas muet, qui te met un doublé, surtout des buts qui sont vraiment nécessaires, parce que c'est le premier pour ouvrir le score et le deuxième pour réaccentuer la marque après que Angers ait égalisé, donc c'est vraiment pas des buts qui ne servent à rien. Donc ouais, essentiel, Dembélé très bien, faut continuer comme ça. Mine de rien, Dembélé, il a eu une saison qui est en dents de scie un petit peu, parce qu'il y À a eu cause aussi de cette sa blessure blessure. Ouais, il y a aussi sa blessure, ouais, c'est au mois ça. d'octobre et novembre, là. Mm, Et mm. mine de rien, là, t'es à 13 buts, déjà toute compétition confondue. On se dirige tout doucement vers les 20 buts pour Dembélé s'il continue à jouer les matchs comme ça. Donc c'est super cool. C'est sûr. C'est nécessaire d'avoir un attaquant de pointe en confiance, même si, on réitère, hein, il nous faudra à terme, je pense, un attaquant d'un profil différent, Bien sûr. mais qui est très encourageant pour la suite. Et c'est vrai que c'est une performance qui est encourageante pour le reste de la saison. Il a marqué avant la trêve son premier but en Europe, enfin en Europa cette saison contre Porto. Là, il inscrit un doublé. On peut noter d'ailleurs Moussa Dembélé dans le chat. Le sondage arrive, ne vous inquiétez pas. Non, Moussa qui enchaîne bien hein, là sur ses derniers matchs. En Ligue 1, ça doit être du 4-5 buts sur les 5 matchs, avec un but aussi contre Porto au match retour et une passe D au match aller. Honnêtement, il est bien, ouais, comme on disait, il est bien revenu depuis sa blessure. Heureusement, parce que, comme on le dit depuis quelques temps maintenant, Moussa Dembélé n'est pas forcément le profil de numéro 9 adapté pour un jeu de Peter Bosz, le jeu qu'il souhaiterait avoir. Et il s'en sort plutôt bien avec des buts un peu signature qu'il met ces derniers temps, avec un jeu de corps. C'est Ndombele qui fait ça un peu au milieu de terrain. Lui, il le fait pour éliminer des défenseurs. D'ailleurs, de ce que Canal nous montrait, c'est un peu un geste qui récupère, il Oui, s'entraînait avec Cassiapa à l'entraînement avant le match pour essayer de l'effectuer. Il l'a fait ce match et son premier but, c'est clairement ça. Hein. Je pense il y aurait moyen en fin de saison de faire un sort de best-of, de copier-coller de son premier but sur tous ceux qu'il a pu inscrire cette saison. C'est 9 buts et 2 passes D en 2022 pour Moussa Dembélé. Hein. C'est vraiment propre comme bilan, notamment quand il tu fait associes ça, ça à Karl Toko Ekambi qui a été très bon en première partie de saison et qui score un peu moins depuis. Quoi. Très clairement. Il enchaîne. Il est décisif à quasi tous les matchs, sauf celui de Reims. Tout le reste, il met soit un but, soit une passe décisive. Ouais, donc c'est super cool hein, pour Dembélé. Honnêtement, quand t'as un 9 comme ça qui te met un doublé, faut juste dire bravo, le contrat est rempli, et puis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Il y a eu quand même d'autres joueurs, messieurs, sur ce match qui se sont aussi illustrés, pas forcément sur les buts. Je pense aussi, notamment, on peut parler de ceux qui ont mis des passes décisives, notamment Malo Gusto, peut-être. Oui, ouais. oui. Qui mérite aussi quand même quelques mentions ce soir. Notamment dans le chat, Gaëtan Rongier qui nous dit que Dembélé, du coup, avec des joueurs qui percutent autour de lui, il est un petit peu plus efficace à jouer un petit peu avec moins d'attaquants, vu qu'il y a des joueurs qui dribblent à côté, qui font des 1v1 et qui font la différence de leur côté, quoi. Dont Malo Gusto, évidemment. Malo Gusto, ça va être un redit de ce qu'on disait déjà les derniers matchs. Quand on voit la différence que peut proposer de ce que peut proposer un Malo Gusto par rapport à un Léo Dubois, ça propose tout de suite des choses bien plus intéressantes entre guillemets. Et c'est vrai que tu sentais que il était quand même assez fatigué parce qu'il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, surtout défensivement, avec un Boateng qui avait un peu plus de difficultés physiquement. Mais oui, ça a été encore un très bon match. Sa capacité à faire des courses, sa capacité à bien lire également le jeu ont été vraiment utiles. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où la combinaison avec Fèvre était encore assez compliquée. Il y a eu 2 ou 3 moments des incompréhensions où la passe n'arrivait pas à destination.
mais ça reste très très bien et tant mieux pour lui et tant mieux pour nous parce que c'est utile et nécessaire dans le football actuel d'avoir des latéraux aussi offensifs qui savent se projeter, qui savent proposer et créer du jeu. C'est des nouveaux meneurs de jeu, c'est latéraux dans le football moderne. Et Gusto est bien plus à même de remplir ce rôle-là que notre cher capitaine, qui n'est pas rentré ce soir non plus. Moi, j'ai voté. Avant de te lancer, juste montrer un petit peu les deux tirs de Malo Gusto sur la hitmap qu'il y a sur les streams. C'est vraiment deux tirs au milieu de la partie de jeu d'Angers. Hein. C'est vraiment deux tirs de loin en mode lob et c'est passé pas très loin les deux. Hein. Nous, quand on a regardé le match, c'était des missiles vers sol là. Clairement ça. Et puis Malo qui a sa petite assist. Je sais plus sur quel but, mais qui repart, le troisième. Qui repart avec, troisième but. Avec des stats quand même. Ouais. C'est très bien. Vas-y. Outre les stats, moi je l'ai trouvé héroïque aussi Gusto sur dans les deux moitiés de terrain, hein, parce que moitié de terrain lyonnaise côté défensif, tu le voyais sur les tacles et sur le pressing, il était vraiment à fond et c'était un des rares qui était vraiment en mission. Tu sentais qu'il était vraiment pas prêt à ce que son équipe encaisse des buts et on l'a bien vu, les buts sont pas venus de son côté et il n'en est pas responsable. Malo qui récupère le plus de ballons du match, et il en était à 13 à la fin du match. Et pour 99 touches de balle, pour un joueur qui est excentré et qui n'est pas au cœur du jeu, c'est pas mal du tout. Ah oui, non, le match a été plein pour lui. Hein. C'était vraiment très très bien. Très très bien, très très bien. Mais oui, maintenant, du coup, on espère qu'il joue. Qu'il puisse jouer. On espère qu'il pourra enchaîner, qu'il pourra jouer. Même s'il enchaîne en vrai. Il avait joué 90 minutes contre Reims aussi. Et 45 contre Oui, en fait, c'est vraiment un scénario, une gestion de Malo Gusto qui est ambiguë et qui est compliquée, parce que d'un côté, il est face à son capitaine, c'est un 2003, mais c'est vrai que oui, il n'avait pas été titulaire contre Porto, c'était Léo Dubois. Par contre, il avait fait le match contre Reims, avant ça, il avait fait le match face à Rennes, il avait fait le match aller face à Porto. En fait, oui, on dit ça, mais bon, il n'y a que le match face à Porto où on a retrouvé Léo Dubois. Mais sinon, voilà, Gusto, on peut le dire, est en train de devenir le titulaire indiscutable à son poste. Et c'est vrai qu'avec un Léo Dubois en vis-à-vis, la vraie question, ça va être comment gérer l'été prochain. Ça a déjà été dit par plusieurs médias que l'OL ne retiendrait pas les offres si Léo Dubois en recevait. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer son remplaçant? Parce que il faudra trouver quelqu'un qui accepte de jouer, qui accepte d'être une doublure, qui accepte le fait d'être le remplaçant de quelqu'un de 18 ans et qui pourtant, puisque l'OL jouera, on l'espère, sur plusieurs compétitions et la Coupe d'Europe, aura besoin d'avoir deux latéraux droits de qualité pour pouvoir faire souffler. Parce qu'on l'a vu, Gusto reste très jeune et encore en proie parfois à des petites erreurs et à des pertes de forme. Et on aura besoin d'avoir deux latéraux droits de qualité pour pouvoir enchaîner sur plusieurs tableaux. On peut passer à un autre joueur? Ouais, bien sûr. Termes de notes sur les sondages, là, pour 7 sur Twitch. 7 à peu près, hein. C'est du 7, 7,5 c'est mérité, en global. Oui. Plutôt, très clairement. J'aimerais parler d'un joueur personnellement. Dis-nous. On continue de le mettre en avant et c'est nécessaire. Et quand les joueurs font bien les choses et quand ils font mal aussi, on doit savoir les dire. Messieurs, Thiago Mendes, encore. Oui, qui n'était pas à son poste de ces derniers matchs. Il n'était pas défenseur central, il reprenait sa place au milieu de terrain, la place d'un Maxence Cacré qui est out pour quelques temps maintenant. Ouais, out pour environ un mois, mais ce sera un mois et demi, on va dire, voire 2 mois avec le temps de récupération suite à sa blessure au niveau du ménisque de son genou. Non, pas du ménisque, du cartilage de son genou, mais du coup, bref, on se comprend. Mais oui, du coup, revenons sur le sujet. Thiago Mendes, très très grosse activité de Thiago Mendes en première période. Il a beaucoup couru, il a fait les efforts, il a fait les courses. Et encore une fois, quand à l'heure de jeu, 65e minute de jeu par là, Boateng est sorti. On a retrouvé Thiago Mendes défenseur central et on a vu tout son bagage en termes d'anticipation, en termes d'intervention, sa capacité à lire et à anticiper, qu'on avait déjà loué ici en stream et dans nos débriefs écrits. Et c'est vraiment une très 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 bonne performance de la part de Thiago Mendes encore.
Et presque on en viendra à se demander, vous êtes sûr que Monsieur Mendes, vous voulez vous en aller à la fin de la saison? Parce que si vous continuez les performances comme ça, on vous garde, restez ici. Mais moi, c'est Mendes la qui question que a... j'allais poser en fait. Thiago Mendes veut toujours s'en aller ou pas? Parce que j'ai pas du tout l'impression on est face à un joueur qui est déprimé, dépressif et qui veut s'en aller. Là, je le vois, il se bat sur tous les ballons, il fait les pressings, il est sur tous les ballons, sur tous les dégagements aériens dès que ça chauffe un peu dans la surface lyonnaise. Enfin, Il a Il y a gagné une- 7 duels sur 8. Il y a 7 duels sur une 8. vraie bonne attitude en plus de ça. C'est pas simplement des bonnes performances quand il a à en faire et sinon on le voit pas parce qu'il se cache, qu'on pouvait lui reprocher très souvent en fin de saison dernière et le début de saison où on disait bon, oui, Bruno redescend beaucoup pour chercher les ballons ou pour aller presser comme le fait Maxence Cacré. Thiago Mendes a cette propension à se cacher et à ne pas être présent à la relance. Là, il fait les efforts, il fait les courses. Sur le premier but, on regarde son déplacement, il fait vraiment une très très bonne course verticale, qui est peut-être pas la course qu'on attendait de lui quand on voit qu'il joue dans un double pivot et qu'il a 4 joueurs offensifs devant lui. Mais sa course, elle l'aide à libérer de l'espace, à C'est faire que autant la qu'une ligne passe de décisive. 3. Honnêtement. Ouais, en tout cas, il a vraiment un très très Je gros vous- impact sur le but. Je vous parce invite qu'il à brille, re-regarder le but et à observer la position de Mendes qui libère, comme tu disais, l'espace pour c'est Ndombele, je crois. ouais, pour Et Ndombele qui qui prend libère l'axe. l'espace et ensuite qui libère après de l'espace pour Dembélé qui vient marquer son but. C'est vraiment, vraiment limite une passe décisive, mais en jeu sans ballon. Et pour Ça. un joueur qui était défenseur central jusqu'à maintenant et qui a plus un profil de milieu défensif, c'est quelque chose qu'on apprécie de voir chez Mendes. Quoi. C'est de bons augures pour la suite. Enfin, moi, pour l'instant, je le vois être titulaire sur les prochains matchs de Lyon, surtout avec le manque de milieu de terrain qu'on a dû aux blessures. Quoi. Exactement. C'est ça, ouais, avec la blessure de Cacré qui va le rendre indisponible pendant un bon moment. On a Gaëtan Rongier sur ce sujet-là d'ailleurs qui nous dit si Mendes veut bien être numéro 2 au milieu et en défense centrale, donc en rotation, Ouais. Sachant qu'il est en fin de contrat en 2023. on peut le prolonger. Hein. Lui, il n'est pas fermé à cette perspective-là. Prolonger Mendes, je sais pas trop parce que honnêtement, en plus, il a un gros salaire et il devient un peu âgé, mais on peut quand même se dire l'histoire ce sera terminé de la bonne façon, en tout cas. Oui. Pas comme l'année dernière où c'était vraiment il y avait une vraie le déchet. tout le monde en voulait à Mendes et où les fans le détestaient. Là, je pense que lui aussi s'est racheté auprès de la communauté et c'est magnifique pour tout le monde en fait cette histoire. Oui. Ça va même le permettre lui d'avoir une fin de carrière autre que dans un club paumé quelque part histoire d'avoir un salaire quoi. C'est clairement ça parce que depuis qu'il est à l'OL ça n'a pas du tout été rose on va dire que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain et là j'ai l'impression vraiment de voir un autre Mendes dans l'implication dans le sportif et dans les matchs sur le terrain. Certes, il y a eu quelques petites boulettes, même s'il y a quelques buts qui ont été concédés où il ne pouvait pas forcément rien faire, il était juste sur l'action. Mais depuis qu'il est défenseur central, qu'il a eu du temps de jeu, j'ai l'impression qu'il a repris confiance. Et le fait de le faire remonter un petit peu plus haut, avec de la confiance, j'ai l'impression qu'il se sent mieux et qu'il arrive à faire du dépassement de fonction avec là le premier but c'est clairement du dépassement de fonction donc c'est parfait. Et on va le voir plus souvent en plus ces derniers temps pour la suite de la saison parce que tu as la blessure de Cacré, tu as Boateng qui peut pas enchaîner tous les matchs non plus pour faire 90 minutes donc c'est vrai que Mendes a encore une carte à jouer pour la suite donc et tant mieux qu'il soit performant, pas mal. Tant mieux parce qu'on a en fait c'est en termes numériques qu'il nous manque à cause des blessures des joueurs à ce poste-là. Et donc, heureusement qu'il est performant, heureusement qu'il a pu être en défense centrale, même si on avait un Boateng qui était derrière, on ne savait pas forcément pourquoi il n'était pas sur le terrain. Après, peut-être si c'est physiquement... Oui, mais il y a eu un moment quand même avant qu'il revienne dans l'effectif. Là, il est titulaire. On voit qu'il y a des petits manques physiques dû, on pense en tout cas déjà à son âge et aussi à l'enchaînement des matchs qu'il n'a pas pu effectuer. Mais si Mendes n'était pas dans l'effectif lyonnais, même au-delà de tout ce qui a pu arriver dans sa vie avec le club, clairement, on serait dans une autre position.
Très, très simplement, pour parler un peu plus globalement, Mendes et avec Gusto, on reprochait peut-être ça à Boss depuis son arrivée, mais c'est la vraie explication de ce qu'est une méritocratie. Mendes, il arrive en défense centrale en délogeant, entre guillemets, Boateng, même s'il y avait eu des problèmes en interne. Au final, une fois les problèmes en interne passés avec Boateng, et ben Mendes est resté là parce qu'il faisait des bonnes performances. Là, il continue à faire des bonnes performances, il continue d'être titulaire. Malo Gusto, on l'a dit, sur les 6-7 derniers matchs, eh ben, il est toujours titulaire à part le retour face à Porto. La méritocratie de Peter Bosz, on la voit concrètement là. On peut la reprocher sur d'autres profils. Bon, Cherki, maintenant qu'il est blessé, c'est un peu moins le cas. Barcola, qu'on pourrait préférer voir par rapport à un Kadewere, et encore Kadewere, même ce soir, quand il rentre, a des bonnes volontés et s'implique vraiment dans la réussite du club avec beaucoup de courses, beaucoup de volonté de bien faire. Mais la méritocratie, on la voit là. Loukeba, qui n'était pas du tout prévu pour être là, eh ben, par son mérite, par sa réussite, il est titulaire indiscutable et c'est le premier nom que tu coches sur la feuille de match à l'instant T. Donc pour ça, bravo à Peter Bosz, même si pour un arbitrage spécial, il n'était pas là ce soir, il était simplement en tribune. Quelle note pour Thiago Mendes? Je vois que ça fait 6,5 sur YouTube, ça fait 7 sur Twitch. Moi, je partirais sur un 7. Ouais, on peut aller sur un 7, comme pour Moussa Dembélé, je trouve. Allez. Il y a un petit supplément d'âme par rapport à la moyenne de l'ensemble des joueurs sur le terrain, je trouve, qui fait qu'il mérite un 7, au moins un 7. Quoi. Ouais. Donc, c'est cool. C'est cool pour lui. Moi, j'apprécie. On est très content. Clairement. Très clairement. Est-ce qu'on a le temps pour un joueur, peut-être un joueur qui a un petit peu moins bien marché? Est-ce que vous en avez un dans l'effectif qui a un petit peu passé à côté de son match Moi, j'en ai un, mais c'est spécial, encore une fois. Je t'écoute. Tout le monde t'écoute. Emerson, il apporte beaucoup offensivement. Maintenant, défensivement, il y a plusieurs fois où on l'a senti en difficulté. Le pressing, enfin le premier but où il lâche totalement Pereira Lage, qui a tout loisir de lui passer devant, il doit être beaucoup plus vigilant. Beaucoup de déconcentration. Et c'est vrai que il est nécessaire d'avoir un latéral droit qui propose énormément offensivement, un latéral gauche, et latéral droit aussi, tu me diras, qui propose énormément offensivement. Et c'est vrai que sur ce match-là, offensivement, il était bien plus à propos. C'était bien plus à propos que ce qu'on avait vu ces derniers matchs. Maintenant, c'est vrai que défensivement, ça reste encore assez discret. Et par contre, petit point positif, même si ça ne méritera pas un vote, un top, etc., la rentrée d'Enrique était pas mal aussi. Enrique qui est un peu dans la même veine qu'un Kadewere, techniquement a encore ses limites, mais qui dans l'impact, dans la volonté, dans le dépassement de soi, arrive à faire des très bonnes choses. C'est vrai que ça remplit son office, même si ça saute pas au plafond. Mais oui, du coup, pour revenir sur Emerson, je vais pas dire que je suis pas mécontent. Je crie pas à la mort en sachant qu'il repartira à Chelsea cet été. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est absolument ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Emerson, depuis qu'il est à Lyon, il y a eu du positif, plus de positif que de négatif, mais grosso modo, en fait, moi, je commence à avoir le sentiment avec Emerson que c'est un peu la même chose qu'on a sur Denayer. Je vais faire le parallèle et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire, c'est globalement OK, mais ce sera transcendant 1 ou 2 fois dans la saison, en fait, seulement. Et du coup, tu te dis, écoute, si on me remplace Emerson par un autre joueur qui est bien, je regretterai pas, en fait. Parce qu'Emerson, t'as l'impression qu'il fait pas cet extra effort qui va te dire, ce mec est absolument incontournable et il faut le conserver. Et tant pis si Chelsea est pas d'accord, on met 20 millions dessus et on l'embarque, tu vois. J'ai pas ce sentiment avec Emerson, en fait. Là, je me dis, reprenez-le, en fait. Reprenez-le parce que on n'a pas spécialement, il n'est pas spécialement nécessaire à l'OL en tant que tel. Je vais même aller plus loin dans ton truc avec Denayer. Il arrive aussi un peu comme Denayer. On en arrive à dire oui, écoute, on est très satisfait d'Emerson. Alors que c'est globalement un 5,5, 6 sur 10 sur toute sa saison. Aussi parce que au final, il arrive dans un poste comme Denayer quand il arrivait en charnière centrale, alors qu'on se tapait j'ai failli dire une insulte, que des bras cassés, on va dire, en charnière centrale. Là, pareil, on est content d'avoir un Emerson, ok, c'est très bien Emerson, mais c'est pas exceptionnel et on s'en satisfait parce que les derniers latéraux gauche qu'on ait connus à Lyon, c'était Marsal, c'était Morel, c'était Cornet. Voilà. C'était Koné qui est en prêt à 3.
3 qui est dans les derniers de Ligue 1 et qui est même pas titulaire dans ce club. C'est pour dire c'est pour dire vraiment à quel point le niveau intrinsèque du joueur il n'a pas sa place à l'OL même en tant que remplacement. Alors quand il était titulaire et que on se prenait, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, on se prenait des vagues entières de son côté. Je pense que son recrutement n'était pas forcément une bonne idée. Ah, écoute. C'est fait. Nous faisons Tant des pis, erreurs. Tant On pis. a encore 2 ans de contrat avec lui. Hein. Ouais. C'est fou. Hein. C'est fou. Alors il a enchaîné les prêts à chaque fois non concluants. Bah, Bref. Elche, Il n'est pas au club. puis c'était quoi le club turc? C'est un club de D2 turc, donc déjà, bon. Je sais même plus c'était quoi le club turc, et puis ensuite 3, bon. C'est vrai Ce qu'il sont est des fait choses un tour qui en Turquie, arrivent. Youssouf Koné, je me rappelais même plus. C'est pas Alanyaspor ou un. Non, non, non. Hatayspor. Hatayspor. Hatayspor, voilà. Enfin, bref, Il est remonté, si j'ai pas de conneries. Bref, on un s'en club fiche. totalement inconnu. Ouais. Merci pour les Est-ce qu'on infos. ne hein. mettrait pas, messieurs, une petite wildcard et on parlerait pas de notre ami Oussem Aouar qui a fait un, Ouais. qui Qui a fait était un dans match son. rafraîchissant, je trouve. Enfin, Ouais. c'est un bon moment qu'on n'avait pas vu ça de sa part et c'était assez agréable. Il n'a pas autant détonné que Moussa Dembélé, Gusto ou même Mendes, mais c'était bien de la part d'Aouar, vraiment bien. Ouais. Ouais. Hyper J'ai bien aimé actif. la petite blague que tu as faite quand on regardait le match. C'est en mode, il a pris ses vitamines ce matin, quoi. Genre, Bah, ça, dans ses frappes, il y avait un petit peu plus que juste de la mollesse, tu vois. Genre, même s'il n'a pas pu mettre un vrai tir cadré, ça va être la prochaine étape, bah, il mettait des tirs qui pouvaient surprendre le gardien. Maintenant, il faut cadrer. c'est ça c'est pour la petite vanne sur les frappes, mais frappes mises à part, que ce soit sur le pressing, les courses, la prise de responsabilité avec le ballon, où tu le voyais qui demandait dans les pieds pour ensuite essayer de faire remonter le bloc et d'être actif sur le côté gauche. C'est bien en fait, tu sens qu'il est protagoniste du moment, il n'est pas complètement la tête à l'envers, et c'est agréable à voir parce que tu te dis, bon bah en fait le danger peut effectivement venir de ce gars-là, et c'est pas une fois qu'il a le ballon, planquez-vous parce que ça va être une perte de balle et on va tous devenir cinglés. Tu vois, ce qui a pu arriver parfois avec Lucas Paqueta. Tu parlais sur les de, derniers matchs. tu parlais de faire un peu la différence de son côté. Il a réussi 4 dribbles sur 5 aujourd'hui. Du coup, bah, forcément, dribble réussi veut dire décalage offensif et pas de perte de balle. Ça change un petit peu tout dans sa performance. Quoi. Après, Oussem, ça reste un milieu de terrain. Et avec le retour de Karl Toko Ekambi, on espère qu'il va échapper à la Covid, quoi. Est-ce qu'il ne va pas trouver sa place au milieu de terrain? Alors, à la place de qui, je ne sais pas. Mais avec des performances plutôt pas incroyables, mais on va dire régulières. Enfin, au moins du temps de jeu, quoi. Est-ce qu'il n'aurait pas sa place si, par exemple, Boateng n'a pas forcément le physique pour enchaîner les matchs et du coup, Mendes retournerait en défense centrale? C'est une possibilité. On a vu qu'on a terminé le match avec un double pivot, je crois que c'était Paqueta Aouar. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est envisageable. D'autant plus, et ça va faire peut-être le lien avec le sujet dont je voulais parler juste après, qu'on a un Ndombele qui est pas incontournable, je trouve, pour réutiliser un mot qu'on vient d'employer pour Emerson. C'est-à-dire qu'Ndombele, voilà, il est en voie de dénayerisation, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai pas encore retrouvé pleinement le Ndombele qu'on a quitté en 2019 lorsqu'il est allé à Tottenham. Je sais pas si vous partagez un peu ce sentiment-là. Personnellement, Ndombele, moi je le trouve, encore une fois, comme je l'ai dit sur les précédents débriefs, je disais ça, je crois, contre Lorient, si j'ai pas de bêtises. Ou contre, non, juste contre Reims, ça devait être Reims. On se retrouve dans une situation où Ndombele est encore une fois un milieu qui a besoin d'espace pour exister, et qui, quand il est face à un bloc bas, et quand on voit la taille du bloc bas qu'on a eu proposé par Batik pendant les 30 premières minutes, bon, bah, c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on peut attendre d'un bon. Enfin, on peut pas espérer un bon Tanguy Ndombele quand on voit ce genre de performance. Et au final, j'ai été un petit peu agréablement surpris. Il est pas
aussi neutre que je pense que tu le vois peut-être Taken. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant. Il y a 2 ou 3 passes en profondeur, des passes verticales très courtes, très rasantes, qui ont bien aidé et qui peuvent casser des lignes. Mais c'est vrai que c'est pas son meilleur match. Maintenant, je suis pas aussi négatif, je pense, que toi sur ce point de vue. D'autant que Europe avec beaucoup d'espace face à des équipes comme West Ham qui pourront avoir beaucoup d'espace parce que Coupe d'Europe t'oblige à t'ouvrir un peu plus. Là, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus utile. Donc, Ndombele, sur ce match-là, c'est un match moyen, sans trop de plus. Mais ça peut être très positif pour l'avenir, surtout s'il continue son jeu de passe tranchant, qui peut nous aider beaucoup. Ndombele, pour l'instant, en combien? Une dizaine de matchs, peut-être non, moins. Je dirais 7-8 ouais, 7-8 matchs. C'est 2 passes décisives, dont notamment une sur un des buts aujourd'hui de Dembélé. Ouais. Oui, sur le premier bus. Le premier bus. J'ai Pas entendu décisif pas décisif d'Ndombele, Paqueta et Gusto ce soir. Oui, exact. Très bien. Très bien. Est-ce que, messieurs, vous pouvez me donner un top et un flop de votre côté? Taken. Qui commence? Ouais, vas-y, Taken. Je te choisis. Ça marche, autodésigné. Top, Dembélé, hein, pas forcément hyper original, mais légitime. Et pas de flop. Flop collectif, on va dire, sur le trou d'air et sur l'OL qui se fait débrancher. Sur l'erreur 404. Ouais, ce serait une mention spéciale, je pense. Dans le débrief de demain. Pareil, moi, je vois pas de top. Pas de flop, pardon. Un petit flopinou pour Pau Emerson, à la limite. Et top, moi, Mendes. Moi, Mendes, j'ai vraiment bien accroché. Et voilà, et si, petite mention spéciale aussi qu'on mettra dans le débrief de demain, Tété, quoi. 2 ballons touchés, déjà un but. Ouais. Ah oui, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, l'histoire est magnifique. Rentre à la 78e, marque à la 80e. La frappe est limpide. Tu peux pas la mettre plus proche du poteau que ce qu'il fait. Donc franchement, très très bien Tété. On espère qu'il va rester chez nous parce que c'est toi qui le disais Taken pendant qu'on regardait le match. Mais ça se revend comme du petit pain à 50 millions d'euros dans un an ou deux. On s'en sera servi pendant ces 2 ans, tu vois. Bien sûr, mais après voilà, évidemment que si jamais son compatriote Lucas Paqueta pouvait l'encourager à rester plus longtemps et à s'inscrire dans la durée, si les deux pouvaient rester dans la durée, moi ça me dérange pas. Son coach des U15, Claudio Cassapa. Et c'est vrai que le Cassapa qui est l'adjoint, après est-ce que Claudio Cassapa restera, ça c'est une autre question. Clairement. Mais ça nous le verrons, je pense, dès cet été. Je pense que ça va, vu qu'il a eu son diplôme il y a quelques mois, ça va s'activer un peu comme Baticle a pu le faire la saison dernière. Bon, au niveau des flops et tops, en vrai, il n'y en a pas forcément d'autres que je souhaite souligner. Peut-être un Gusto qui a claqué sa passe décisive et qui a été offensivement et défensivement assez solide, même si quelquefois on se prenait une vague de son côté parce qu'en fait, il était tellement présent offensivement que forcément, il faut courir, quoi. Et du coup, il se prenait un petit peu de vitesse parce qu'il commençait un peu derrière l'attaquant et ça va très vite. Mais c'est clairement au-dessus du niveau du capitaine lyonnais Léo Dubois. Ouais. Donc faut qu'il enchaîne. Là, c'est la première fois de la saison qu'il enchaîne 2 fois 90 minutes. Si honnêtement, il est titulaire au prochain match, qui d'ailleurs est contre Lorient. Non, contre West Ham. Non, contre West Ham et ensuite Strasbourg. Lorient, ouais. West Ham, Strasbourg. Oui, pardon. Non, n'importe quoi, pas Lorient. Je me suis trompé. Avec Lorient. Non, c'est moi qui ai commencé. West Ham, Strasbourg, West Ham, Bordeaux, ensuite Brest, Montpellier, Marseille, Metz, Nantes et Clermont à l'extérieur, sachant que, évidemment, et c'est une certitude, il y aura d'autres matchs d'Europa qui se glisseront entre les deux. Clairement. On a un calendrier qui est nettement plus facile que nos concurrents directs au classement. Là, pour l'instant, on est 9e. On est calé entre Nantes et Lens. On est à 3 points de la 6e place. 2 points, même 2 points de la 6e place, qui est Monaco, qui est à 47. On est à 1 victoire du top 6, on est à 2 victoires du top 4 et à 3 victoires du top 3.
Ouais, et c'est surtout, t'as encore un possible. calendrier favorable. Hein. Mais oui, Bordeaux, mais bien Brest, sûr. Montpellier, Metz, Clermont et même Nantes Et on sont termine avec des adversaires abordables. Hein. Mais oui, là, le prochain match de Ligue 1, c'est Strasbourg, sachant que ils sont à 6 points devant nous. Donc clairement, si on gagne, ça devient un concurrent direct à une place européenne. Et il reste pas mal de matchs, en fait. On a Bah l'impression oui, que 10 places en Ligue 1, c'est énorme. Mais il faut pas oublier que c'est un mouchoir de poche. Et que exactement. en 10 matchs, tout, absolument tout peut se jouer. Suffit qu'il y ait des chocs. Regardez les résultats qu'il y Et a pu puis, avoir cette journée. C'est fou. C'est vraiment ouais, et puis inversé en termes de résultats. quand bien même, si jamais on est 9e et qu'on est toujours en course pour l'Europe, c'est-à-dire qu'on a quand même 7 équipes devant nous, parce qu'on compte pas Paris, Mm. pour aller jusqu'à la 2e place. Ce week-end prochain, on affronte Strasbourg, donc ce sera un choc entre deux, entre guillemets, qui jouent l'Europe. Mais on a également Lens-Nice en J31, donc la même journée que nous, on affronte Strasbourg. Journée suivante, on a Lille-Lens. Journée suivante, on a PSG-OM. Ensuite, on a encore un Rennes-Monaco. Enfin, on a tellement d'équipes qui peuvent se battre pour l'Europe qu'en fait, à chaque journée, on a des confrontations directes. Donc forcément, ces équipes-là vont, au pire des cas, perdre 2 points, enfin au meilleur des cas, perdre 2 points chacun, ou Mm. sinon une équipe gagnera 3 points et l'autre en perdra 3. Donc c'est voilà, rien n'est joué, rien n'est perdu. Comme l'a très bien dit Canal+, dans sa présentation du match, Lyon est obligé de faire une remontée et Lyon est habitué à ces remontées de fin de saison. Et voilà. Et Ça, Lyon est obligé de gagner, en fait. pour donner un exemple hyper concret par rapport à un adversaire qui est devant l'OL, Strasbourg, quel calendrier très rapidement ils ont encore comme grosse équipe à jouer OL, Rennes, Lille, PSG, Marseille. Et ils Enfin, peuvent pas prendre tous les rendez-vous 3 compte du points. calendrier de titans qui vont avoir prochainement. Quoi. C'est hyper C'est ça. difficile Exactement. de conserver son avance en Ligue 1 avec tout ce petit monde à jouer. Clairement, clairement. Donc voilà, rien n'est joué. Il faut juste, pour les Lyonnais, se concentrer sur les prochains matchs. Marquer, ne pas prendre de buts. Surtout, ne pas prendre de buts. Que Tété soit aussi efficace qu'il a pu l'être ce match. Et puis peut-être le combo Karl Toko et Kambi et Tété, ça va aller très vite et ça va pour moi pouvoir être suffisamment efficace pour être en Europe via la Ligue 1. Tout en croisant les doigts de gagner l'Europa League grâce à ces joueurs. D'ailleurs, Tété est qualifié pour la Ligue 1 et Exactement. l'Europa League, ce qui est Exactement. clairement une très bonne nouvelle pour Lyon. Oui, très très bonne nouvelle. Donc voilà, rendez-vous jeudi, du coup, 21h pour West Ham Lyon, le club de Londres qui va affronter l'Olympique Lyonnais. Ça va être un match très haletant, surtout que je crois que c'est le capitaine de West Ham qui est revenu de blessure là au match. Non, pas le capitaine, mais un joueur phare de cette équipe de joueur West phare. Ham, Jarrod Bowen. À noter que, à confirmer, mais je crois que Manuel Lanzini, par contre, qui lui est un joueur assez important côté West Ham, pourrait être suspendu puisqu'il a pris 3 jaunes depuis le début de la compétition. Donc ce sera à surveiller aussi. Et voilà, on aura un avant-match, vous aurez un avant-match aussi de cette rencontre. Donc pour voilà. vous la présenter, pour mieux connaître un petit peu. Présenter et mieux connaître cette formation de West Ham, Exactement. qui est une équipe à ne pas prendre à la légère, bien au contraire, mais on aura le match retour au Groupama Stadium. Et voilà, je voulais un petit peu terminer là-dessus. C'est vrai qu'on a vu l'énorme différence d'ambiance entre la première et la deuxième période, entre la grève des supporters, enfin des groupes de supporters du COP Nord et du Virage Sud par rapport aux première et deuxième période. Et c'est vrai qu'avoir une ambiance aussi énorme que ce qu'on a eu en deuxième période, avec un stade plein, un jeudi à 21h pour un match retour de quart de finale de Ligue Europa, ça donne envie, même si oui, les places sont assez chères. Oui, mais ça risque d'être un très beau match, une très belle double confrontation, et on a hâte de voir l'OL jouer dans la cour des grands et puis nous faire vibrer, très clairement. Ça c'est ce qu'on attend. Donc voilà, on souhaite que des victoires, hein, évidemment, pour l'OL, de gagner des matchs un petit peu sans nous faire des crises cardiaques, et puis, et puis voilà, ça devrait bien se passer. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant de conclure, messieurs? Bon, je pense que j'ai assez parlé, je laisse Taken. Hâte d'être à jeudi.
Hâte d'être à jeudi. On va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch et sur YouTube pour cet après-match, cette victoire de l'Olympique Lyonnais contre Angers. Nous, on se retrouve donc pour l'avant-match de ce West Ham Lyon qui sera publié dans la semaine prochaine. Et puis, sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end et à bientôt. Salut messieurs. À bientôt, salut.